J'espère que vous avez réussi à vous restaurer de façon agréable, que ce soit avec nous ou en allant à l'extérieur. Nous allons donc reprendre nos travaux cet après-midi après une matinée qui était riche et intéressante. Et donc, je vous rappelle que cet après-midi, nous avons souhaité vous présenter les solutions possibles pour remédier à ces polluants éternels. L'objectif étant d'avoir une bilan positif en sortant de la journée. Et dans les solutions qui nous a paru intéressantes de vous montrer, on a d'une part les solutions législatives et d'autre part des solutions plus scientifiques sur des méthodes d'analyse des techniques de dépollution. Mais je vais céder tout de suite la parole à M. Charles Fournier, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, qui était co-signataire de la loi sur les PFAS et qui donc est particulièrement concerné et actif sur le sujet. Je vous rappelle qu'on terminera par la présentation d'Anne-Laure Barral, journaliste de la cellule d'investigation de Radio France, sur le travail d'investigation et d'enquête qu'ils ont pu réaliser entre la cellule nationale et les radios locales sur l'analyse donc de l'eau potable. Monsieur Fournier, merci d'être avec nous et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et désolé de mon petit retard. Alors donc oui, effectivement, je suis député dans l'Eure. Vous avez dit engagé sur ce texte. J'étais même chef de file sur ce texte. Alors, soit vous avez un rapporteur qui est celui qui porte la proposition de loi, et puis un chef de file, celui qui la défend. Et donc j'étais dans ce rôle du défenseur de la proposition de loi. Et j'ai été particulièrement mobilisé sur la question des PFAS parce que j'ai fait partie des 14 députés dont on a testé les cheveux. Ce qui m'en reste du moins. Alors, il fallait d'ailleurs, comme j'en ai pas beaucoup, c'était pas un exercice très simple parce qu'il en fallait un certain poids. Donc je voyais qu'on me coupait les cheveux et je me demandais qu'on cesse à un moment donné quand même parce que je voulais regarder quelques-uns. Et ces 14 députés qui ont été testés, j'étais le deuxième à en avoir le plus sur les 14. C'était des députés qui venaient partout en France. La première, sans trop de surprise, venait de la vallée de la Chigny à Lyon. Appelée par ailleurs un petit nom, on l'appelle aussi la vallée de la mort, ce qui n'est quand même pas très sympathique et ça va pas amener le positif dont j'ai compris que l'après-midi devait être plutôt l'ambition. Et j'étais le deuxième à en avoir beaucoup dans les cheveux. Et quand je dis beaucoup, j'en avais 10 fois plus que les collègues derrière. Ce qui quand même, les bras m'en sont tombés. J'ai appris ça un vendredi soir et le mardi qui suivait, on faisait une conférence de presse à l'Assemblée nationale pour présenter les résultats. J'ai eu longuement au téléphone une journaliste du Monde qui est à l'origine aussi d'un travail absolument extraordinaire qui s'appelle Stéphane Aurel, qui a été finalement, c'est elle qui a mis le sujet sur la place publique de façon extrêmement forte avec un consortium de journalistes européens, 14 pays différents je crois, et qui a permis d'établir une cartographie que vous avez déjà vue, cette carte européenne avec des taches rouges, et on voit qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de taches rouges, et on ne voit même plus que du rouge d'ailleurs, qui sont les zones potentiellement polluée par la présence de polluants éternels. Et moi je l'ai eu le vendredi soir avant et j'ai passé 1h30 au téléphone avec elle et lui posé plein de questions de mais pourquoi moi, qu'est-ce qui explique que j'en ai autant dans mes cheveux. Elle ne pouvait pas répondre, je vous le dis tout de suite, mais ça m'a permis quand même de les livrer les questions parce que voilà, j'ai pas un mode de vie le plus exemplaire, mais j'ai plutôt un mode de vie sur lequel je fais attention à beaucoup de choses, et donc je ne comprenais pas pourquoi j'en avais autant dans mes cheveux. J'avais particulièrement dans mes cheveux 2 polluants, l'un interdit depuis 2009 et l'autre restreint depuis 2020. Les tests ont été faits en 2023. Celui qui est interdit depuis 2009, j'en avais dans mes cheveux. Voilà. Donc le caractère persistant, parce qu'éternel est un peu abusif, je ne sais pas si vous avez dit ça ce matin, mais en tout cas ça se dégrade, mais la demi-vie, je crois, de mémoire, c'est 42 ans en moyenne avant que ça bouge, quoi. Voilà. Donc ils ont ce caractère de persistance qui fait que, évidemment, ils restent dans l'environnement. Puis ils ont un deuxième défaut, c'est qu'ils se déplacent et qu'on en retrouve partout. Donc les hypothèses pour comprendre pourquoi j'en ai autant dans les cheveux, il y en a plein. Moi j'en ai au moins formulé plusieurs. Quand on regardait la cartographie de Tours, il y a la zone de traitement de déchets, par exemple, qui était concernée. La base aérienne, la base militaire, qui était dans les taches rouges. Mais il y avait un autre sujet beaucoup plus ancien. À Tours, il y a eu, les Tourangeaux s'en rappelleront, un accident industriel avec une entreprise qui s'appelait Protex, qui est devenue Syntex, qui a brûlé. Et qui a brûlé il y a plus de 30 ans. Et une des sources de pollution, alors,
non seulement dans la fabrication de cette usine, il y avait des PFAS, mais une des sources fortes, c'est aussi les mousses à incendie. Vous avez dû en discuter ce matin. Et donc cet incendie, il a fallu l'éteindre. Et l'eau potable, pas forcément pour les questions de PFAS, parce qu'on ne se posait pas cette question à ce moment-là, a été coupée pour les Tourangelles et Tourangeaux pendant 8 jours. J'ai aucune. Ce que je dis là est une hypothèse parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est ça, parce que je n'ai pas les moyens d'en faire la vérification. Suite à ça, suite au fait qu'on en a découvert autant dans les choses, je suis parti en exploration sur le sujet. J'ai testé 12 habitants de ma circonscription en payant les tests. C'est un petit peu cher quand même. Et 12 sur 12 avec des polluants éternels, pas forcément exactement les mêmes. Et quand je vous dis qu'on en a testé, on en a testé 12. On parle d'une famille de 12 000 différents. Donc vous voyez que voilà, dans les réglementations en place aujourd'hui, c'est 20 qui sont testés à l'échelle, dans les réglementations européennes, on parle de 20 polluants éternels qui sont testés, mais il y en a d'autres. Et puis évidemment, comme aujourd'hui c'est présent dans toutes nos vies, dans tous les procédés industriels, presque dans tous. Voilà, évidemment, on en réinvente parce qu'on n'a pas des alternatives pour tout. Et puis, les industriels le savent. Il suffit de modifier un peu, de rajouter une autre molécule. Je ne suis pas un chimiste, donc je ne vais pas vous expliquer ça. Mais pour avoir un autre polluant qui vient se rajouter à la famille. Et donc, face à ça, on a été, je pense, à l'Assemblée nationale des lanceurs d'alerte. Alors que le sujet, vous avez dû en parler, il est connu depuis le siècle dernier. Je ne sais pas si vous avez vu le film Darkwater. Ouais. Voilà, Darkwater raconte l'histoire. L'avocat que l'on voit dans le film, qui s'appelle Robert Bilott, on a travaillé avec lui. Et on continue de travailler en lien avec lui. On l'a fait intervenir en visio. Voilà. Il est intervenu sur chacune des séquences comme expert de la question. Et il a quand même réussi à ce que la plus grande étude épidémiologique de l'histoire mondiale ait été faite à ce moment-là, avec, de mémoire, je ne sais plus si c'est 27 000 personnes qui ont été testées, mais dont les résultats, 7 ans après, étaient sans équivoque. Tout le monde, ou presque, en avait. Il y a une cohorte qui s'appelle la cohorte Esteban qui a été testée. Je crois que c'est plus si c'est 97 ou 98% des gens qui ont au moins un polluant éternel. Donc pour vous dire qu'on est devant un sujet de pollution généralisée et pas qu'ici, un peu partout. Donc face à ça, on a d'abord lancé l'alerte. On a fait une conférence de presse qui a fait une petite bombe quand même, parce qu'on est tous venus d'ailleurs avec sur nos bras, on s'était tamponné toutes les petits sigles qu'il y a sur les produits dangereux, vous savez, voilà, et on s'en était mis plein les bras pour alerter l'opinion sur ce qui se passait. C'est pour ça qu'on avait fait ces tests-là. Et ça a fait grand bruit, ce qui fait que le jour même, ou le lendemain, je ne sais plus, il y a eu un décret, ou un arrêté, je ne sais plus si c'était un arrêté, pas un décret, qui disait qu'on allait tester dans les endroits les plus sensibles en France, qu'on allait faire un travail là-dessus. Et dans la même journée, le lobby de la chimie, ce qu'il existe, s'était satisfait de cet arrêté ou décret, je ne sais plus, qui demandait à ce qu'on fasse une analyse dans les 50 sites les plus industriels, je ne sais plus si c'était ça exactement le contenu, mais en tout cas, qui était une réaction immédiate à la conférence de presse que nous avons faite, parce que ça s'est passé vraiment dans le même temps, et se satisfaisait. D'ailleurs, nous, on considérait que dans ces tests qui allaient être faits, le niveau considéré comme posant problème était bien trop haut et que tout le monde allait passer sous les radars, et donc ça posait quand même évidemment un problème et que ce n'était pas satisfaisant comme réponse. Et donc du coup on a travaillé sur une proposition de loi qui à ce jour a été adoptée à l'Assemblée nationale, a été adoptée au Sénat, et dont nous espérons vivement, mais pour l'instant la réponse est non, et nous le regrettons amèrement, je veux dire. Il faut que le texte, comme c'est un texte, une proposition de loi portée par des députés, il est obligé de faire la navette parlementaire. Nous, on n'a pas droit à la procédure accélérée. Et donc, il faut qu'il fasse 2 allers-retours avant de terminer par un vote du Parlement. Enfin, des 2 chambres du Parlement. Et donc, du coup, on en est au moment où il faudrait le réinscrire dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pour ça, nous demandons qu'il soit réinscrit en texte transpartisan, puisqu'il a été voté par tout le monde. Nous avons un refus de l'inscrire dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc, on envisage de l'inscrire dans la niche de mon groupe, la niche du groupe écologiste, qui aura lieu le 6 février, pour une 3e étape, avant que ça reparte au Sénat, mais sans certitude qu'au Sénat, il sera de nouveau inscrit, sauf si des groupes, et notre groupe écologiste pourrait le faire, ou un autre pourrait le faire. Voilà, donc on est dans ce moment-là par rapport à ce texte de loi, qui a été vraiment, je pense, à la fois une occasion de poser le sujet sur la table. Beaucoup de gens ne connaissaient pas, n'avaient jamais entendu parler de ça. On pourrait faire un sondage, ici peut-être vous êtes plus avertis qu'ailleurs, mais dans
les gens, encore aujourd'hui, j'ai un stagiaire, qui est pourtant quelqu'un qui travaillait, voilà, qui est en reconversion, voilà, je lui parle d'Epiphases, il n'avait jamais entendu parler de ça. Voilà, pour vous dire combien il y avait un chemin à parcourir pour alerter la population par rapport à ça. Et donc ce texte, le travail qu'on a fait, a eu ce premier effet, et je pense que c'est utile. Voilà. Et que, évidemment, on pourrait nous reprocher d'être alarmiste, mais la situation est en soi alarmante. Et ne pas mettre le sujet sur la table serait totalement irresponsable, particulièrement quand on est parlementaire et qu'on a, je crois, la responsabilité aussi voilà, d'être chambre d'écho aussi de sujets aussi importants. Dans ce texte de loi, on a voulu mettre plusieurs règles. On a obtenu partiellement la mise en place de certaines règles. On n'a pas tout obtenu et je vais revenir dessus. Premier élément, et on a discuté avec toutes les filières productrices de PFAS ou utilisatrices de PFAS. On a discuté avec la filière du textile en disant nous souhaitons interdire dans les textiles, pas forcément là maintenant, l'année prochaine, la présence de polluants éternels. Il y a eu un accord d'un certain nombre de filières, mais pas toutes, vous l'avez sans doute vu. Certaines ont refusé, certaines ont accepté le principe. Donc on a réussi à inscrire dans la loi l'interdiction des polluants éternels dans les tissus. On a discuté avec le secteur de la cosmétique, qui a aussi donné un accord pour interdire les polluants éternels dans la cosmétique. On a discuté avec la Fédération française de ski, ça peut vous paraître plus étonnant, mais le fart, là, le truc qui est sous les skis, qui permet de bien glisser, c'est rempli de PFAS. Et donc évidemment, vous imaginez, dans la neige, dans l'eau, et on le retrouve évidemment après un peu partout. Et donc il y a eu un accord pour interdire dans les farts de ski la présence de polluants éternels. On a, dans le textile, j'aurais pu le préciser, ont été exclus, nous on l'avait prévu, mais beaucoup plus, de manière beaucoup plus restreinte, les vêtements techniques. Parce que pour un certain nombre de vêtements techniques, je pense les pompiers par exemple, il n'y a pas forcément d'alternative immédiate sur la table. Moi je me méfie toujours de il n'y a pas d'alternative. Si on ne se fixe pas une ambition, on ne la cherche pas l'alternative. Hein, voilà. Et donc je trouve que la loi doit dire, voilà la perspective, quand il n'y a pas d'alternative immédiate, voilà le chemin pour y arriver. Mais par contre, vous avez 2 ans, pas plus, il va falloir trouver des solutions. Sinon, on se met quand même dans une situation de reposer la même question quelques années plus tard. On avait mis les ustensiles de cuisine. On avait mis les ustensiles de cuisine parce que, j'ai presque envie de dire, d'ailleurs, ce qui est immédiat chez la population, le lien entre les PFAS et la vie de tous les jours, c'est la poêle. Tout le monde a eu un parent qui disait si ta poêle est rayée, il faut que tu la jettes. En fait, sans qu'on réponde jamais à mais finalement pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la poêle, ce qui est utilisé, c'est le PTFE, le téflon, et que le téflon est un polluant éternel. Alors, il y a eu tout un contre-discours technique, vous l'entendrez, vous l'avez peut-être déjà entendu, et par lequel il ne faut pas se laisser abuser, qui est, comme toujours quand il y a un sujet comme ça, on vous explique, oui mais il y en a plusieurs. Il y a les pas dangereux et les dangereux. Il y a les monomères et les polymères, parce qu'on met un peu de technique pour être bien sûr que ça paraît sérieux comme argument. Il y a les et pendant tous les débats à l'Assemblée nationale, on a eu le droit à ça. Hein. De la part de députés qui avaient évidemment eu les informations à un endroit, en disant il y a les monomères et les polymères. Alors l'un serait dangereux, l'autre ne serait pas dangereux. Sauf que quand on cherche un peu, qu'on interroge les scientifiques, ils vous expliquent par exemple que PTFE, effectivement, c'est pas en soi tout seul pourrait ne pas forcément être un problème, mais dès que vous chauffez, ce polymère peut redevenir monomère. Que pour qu'il colle dans la poêle, on chauffe à plus de 345 degrés, je crois, quelque chose comme ça, et qu'à partir de ce moment-là, la molécule peut se retransformer en monomère. Et donc dans le process industriel, il y en a. Et accessoirement, il y en a plein dans le drain de l'eau qui sort de l'usine, de chez Tefal, à Romilly. Voilà, et que peut-être que c'est moins dangereux, plein de guillemets, mais dans le process industriel, on passe d'une molécule à l'autre. Voilà. Et donc du coup, le polymère monomère, nous on dit non, ça c'est pas sérieux, c'est l'ensemble qui doit être interdit. En tout cas, c'est la position que nous on adoptait, et il n'y a pas les dangereux et pas dangereux. D'ailleurs, l'argument qu'on nous servait, c'était de dire, il va falloir tous les tester pour voir s'ils sont dangereux. 12 000. Vous voyez quand est-ce qu'on aura terminé les tests des 12 000 ? Loin dans le temps. Et là, pour nous, il y a un principe qui s'appelle le principe de précaution qui devrait s'appliquer.
Donc, dans ce premier article, on a posé ces interdictions. Deuxième élément dans la loi, nous voulions systématiser les tests de l'eau pour mesurer la présence d'épiphases, parce qu'on ne peut savoir qu'il y en a que si on teste. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tests généralisés. Il y a des tests sur certains sites industriels qui sont obligatoires, mais il n'y a pas de tests systématiques de l'eau, et notamment l'eau potable. Donc ça, c'est resté dans la loi, et c'est peut-être l'article qui faisait le plus accord, quand même, qui était de vérifier, et oui, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y en a partout, et dans quelle quantité, dans quelles conditions. Donc ça, c'était plutôt acté dans la loi. Le troisième article, qui était plus complexe, était celui du principe pollueur-payeur. Alors, parce que qui paye? Parce que la dépollution va coûter un pognon de dingue, pour reprendre une expression présidentielle. Ça va coûter très cher. Qui paye? Aller retrouver celui qui a produit à l'origine les PFAS, c'est impossible. On peut, à minima, par contre, demander à ce que ceux qui vont rejeter demain payent. Et d'ailleurs, certains voulaient en rester là à on va taxer ceux qui rejettent. Pour nous, c'est pas suffisant. On n'en a pas terminé avec le sujet de comment on va s'en sortir et comment on va dépolluer. D'abord parce que les techniques de dépollution, ça fait partie des sujets des chercheurs ici. Il y en a ici. Je sais qu'il y a des chercheurs à l'université d'Orient et Tours qui travaillent sur ces questions, sur des techniques pour casser ces molécules. En tout cas, voilà, il y a de la recherche. C'est-à-dire que ce qu'on connaît de mieux, c'est le filtrage par le charbon, mais c'est pas totalement efficace. Preuve en est, il y en a un peu partout. Et donc, du coup, à Tours, on a une station d'épuration dans laquelle il y a un traitement au charbon. Ça n'empêche pas que j'en ai... ça n'épuise pas le sujet, mais ça peut y contribuer. Donc, il y aura des enjeux de recherche absolument colossaux, et il faudra de l'argent public. Et je peux vous dire qu'au Sénat, quand on a dit, bon, bah, si ce n'est pas les industriels qui payent, c'est donc les collectivités qui vont payer, c'est un petit message qui marche au Sénat, ça, quand même. Hein, parce que, en général, les sénateurs sont aussi des élus locaux, parce que c'est ça la question. C'est qu'à un moment donné, il faudra dépolluer. Il faudra, c'est pas seulement il faudra arrêter d'en émettre, mais il faudra évidemment essayer d'éviter de cette dissémination dans l'ensemble de notre environnement. Et donc ça a fait pas mal de débat. Quel niveau de principe pollueur? Évidemment, tout était fait pour baisser la somme au plus bas, pour pas que ça soit trop de l'écologie punitive. Je ne sais pas comment le dire dans tel instant, mais voilà. Et donc il y a eu des débats sur le niveau de contribution, j'ai plus les chiffres en tête, qui étaient demandés à la mesure de ce qui est rejeté dans l'environnement. Voilà ce qu'on a réussi à mettre dans ce texte, et déjà je vais vous dire, c'est une bataille pour réussir à ça. C'était pas écrit avant, c'est parce qu'il y avait de l'absentéisme le jour de notre niche parlementaire, c'est pas parce qu'il y avait une unanimité d'un seul coup pour se dire c'est un combat qu'il faut absolument mener. Moi je veux vous dire par là qu'on a eu un petit raté, en tout cas c'est mon appréciation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une grosse manifestation devant l'Assemblée nationale de Sèvres. C'était une manifestation assez facilitée, on va le dire, puisque c'était un syndicat d'entreprise qui manifestait, et très encouragé par le patron de Sèvres, qui était au milieu des manifestants, qui payait les bus, et qui, évidemment, dédommageait des journées de grève, ce qui parfois est bien plus difficile à obtenir, mais là, à ce moment-là, c'était possible. En disant, si la loi passe, et ils ont appelé tous les députés de la majorité de l'époque, pour dire, si la loi passe, c'est 2000 emplois qui vont être supprimés. Alors que Tefal sait déjà fabriquer des poêles sans polluant éternel. Ils ont d'autres chaînes ailleurs qu'à Romilly qui fabriquent des poêles sans avoir recours aux polluants éternels. Mais le business, il faut le mener jusqu'au bout, c'est un peu ça quand même l'esprit en tout cas auquel on a assisté, qui était voilà, la menace de l'emploi face à la menace de la santé. Voilà. Et là où je dis qu'on a eu un petit raté, c'est que les premiers concernés sont les salariés qui travaillent là-bas. Que moi j'ai reçus. Moi, je les ai reçus. Et que souvent, dans les combats que nous pouvons mener, moi, je suis écologiste, les combats que nous pouvons mener, il manque peut-être une petite case dans nos combats, c'est comment on est les alliés des salariés et pas perçus comme étant voilà, les possibles alliés de la désindustrialisation. Parce que voilà, là, c'est facile de dire on va supprimer des emplois. Nous, il nous fallait aussi être à leur côté pour imaginer avec eux. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des discussions, c'était un peu tendu, parce que ils n'avaient pas... D'ailleurs, on leur a donné les résultats des analyses de l'ARS qu'ils n'avaient pas dans leurs mains. Je leur demandais s'ils avaient des tests, eux, chaque année, sur la présence. Non, ils n'avaient pas de tests
sur la présence de polluants éternels dans leur entreprise. Ah, donc on a tiré des fils, on a gardé des contacts, je continue à échanger avec eux, mais je le dis sur un combat comme celui-là, voilà, parce qu'à Romilly, on dit ça, et c'est le vieux modèle industriel, Romilly c'est Tefal et Tefal c'est Romilly. Et donc vous attaquez à Tefal, vous attaquez à Romilly. Voilà. Et il y a une part d'irrationnel dans tout ça, il y a une histoire, vous savez, c'est l'histoire industrielle, la gestion un peu paternelle de l'industriel qui a financé les centres sociaux, le logement, etc., etc. Et donc quand vous venez là sur un terrain comme ça et que vous ne fabriquez pas avec les gens des solutions pour la suite, alors vous avez des manifestations et des accords, et ça masque le sujet. Je pense à Nestlé aussi, moi j'ai été manifesté devant Nestlé quand on a découvert que dans l'eau de Nestlé, il y avait l'eau minérale, c'est pas mieux que l'eau du robinet, hein. On retrouve à peu près les mêmes choses. Et du coup, pareil, il y a des tas de gens qui travaillent derrière ça, et comment on s'assure qu'on embarque les gens qui travaillent sur ces combats-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais un tour de France sur les questions industrielles, je discute avec les syndicats, et ils sont de plus en plus armés sur ces sujets, et de plus en plus sensibles sur ces sujets, et c'est d'autant plus important d'aller discuter avec eux quand on mène ces combats-là, qu'on rapproche ces combats-là, parce que sinon on reste, on risque d'avoir des oppositions stériles, emploi contre santé, alors que c'est emploi et santé, qu'il nous faut réussir. En fait, ce que j'avais fait, je peux répondre à des questions, j'ai fait déjà un premier tour, je pense que c'est peut-être pas mal. Je peux vous dire si peut-être simplement, dans le moment dans lequel on est, là, on saura la semaine prochaine si on réinscrit le texte dans notre niche parlementaire. Nous avons le regret, vraiment je le dis, que ce n'ait pas été inscrit dans un texte transpartisan, parce que c'était le meilleur moyen de le faire avancer. Si c'est dans notre niche, ça peut être voté, et ça repartira au Sénat. Oui, parce que pendant les débats, ce qui nous était beaucoup dit, c'est on va renvoyer à un règlement européen. Vous avez vu ce qui se passe sur la réglementation REACH ? Vous avez vu ce qui se passe sur le Green Deal d'une façon générale. On est plutôt machine arrière, et certainement pas aller plus loin, d'être plus précis. Et donc du coup, pour nous, c'était un enterrement de première classe de faire ça. C'est de dire, bien sûr, un jour, évidemment, moi je suis pour qu'il y ait une réglementation européenne. Mais la France, elle peut être moteur dans l'élaboration de réglementation européenne en prenant en actant des législations qui vont pousser le sujet. Et renvoyer, parce que c'était pas avant, de mémoire, je pense qu'il n'était pas avant 2027 qu'il y avait une révision du règlement qui permettait d'intégrer ce sujet-là, donc ça renvoyait, vous voyez, à beaucoup trop loin. Le sujet est connu depuis les années 1960-70, après-guerre. On a les vaches dans le film de Darkwater, c'est connu depuis le siècle dernier. Voilà. Donc on n'est pas sur un sujet où on découvre. La dangerosité est établie. Il n'y a pas de dose qui soit satisfaisante ou pas. Dès qu'il y en a, c'est un problème. Ça ne veut pas dire que c'est un problème mortel immédiatement. Mais on souffre quand même de manquer d'études suffisamment amples dans notre pays pour établir l'état des pollutions. Et on souffre aussi d'un manque d'études épidémiologiques pour vérifier que finalement les problématiques de santé sont en relation avec des problématiques environnementales. Par exemple, il y a une obligation qui n'est pas tenue partout, c'est le fait de tenir à jour des registres de cancer dans chaque département. Et tous les départements ne tiennent pas à jour des registres de cancer. Et le jour où on peut faire des recherches et des liens de causalité, ou des liens en tout cas, ou des probabilités de liens entre les maladies et les problématiques environnementales. Tant que ça c'est pas fait, vous voyez, on parle, moi il y a plein de choses que je suis pas scientifique, donc je m'appuie sur les scientifiques, il y a des choses des convictions qu'on puisse construire à partir de ce que disent les scientifiques, mais on a besoin de l'étayer. Et le lien santé-environnement, qui est une question centrale sur laquelle on met peu de moyens dans notre pays, on devrait, une part du budget de la sécurité sociale devrait être consacrée à ça. C'est pas d'ailleurs dans le budget de la Sécu, c'est dans le budget, dans le PLF. Voilà. On devrait se donner les moyens de faire des études au moins aussi amples que celle qui a été faite aux États-Unis au moment de l'affaire portée par Robert Billotte. Voilà. Donc je voulais vous dire ça fera partie d'autres sujets législatifs qui viendront derrière. Et moi je serais assez favorable à ce que des collectivités se saisissent plus de ce sujet. J'ai un courrier qui est prêt, qui part vers la région, vers le département, vers la ville de Tours, l'interco de Tours, parce qu'à Tours par exemple on a une entreprise, je ne donnerai pas le nom là, qui fabrique des semi-conducteurs, ça va déjà vous donner un peu une petite idée, et que je sais que dans les process on utilise beaucoup de PFAS. Voilà. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Et donc moi j'ai envie que les collectivités se saisissent de ce sujet à bras-le-corps, même si ce n'est pas leur compétence explicite. Je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Merci beaucoup.
qu'il y a des questions, que je fasse tourner le micro? Je vous ai assommé après le repas. D'accord, Tatiana pour une association de protection d'une rivière, plutôt côté Réloir, qui n'est pas vraiment dans votre périmètre, mais on essaie de faire des rapprochements comme on peut. Je me posais une question en fait sur le plan institutionnel. Quels sont par exemple, quand vous alertez justement des élus, des préfets, est-ce que vous avez en fait un retour? Je pense notamment en fait à la possibilité des préfets de prendre en considération les risques pour leur population, puisque c'est quand même un devoir à notre égard. Est-ce que du coup vous avez des retours qui vont dans ce sens de la protection de la santé publique ou de la prévention des risques? Enfin voilà, j'aimerais savoir un petit peu la perception à ce niveau-là. Alors, je pense que si tout était au rendez-vous, il n'y aurait sans doute pas l'échange que nous avons là, et la nécessité de faire le texte de loi dont je vous ai parlé, et la nécessité de mener une bataille un peu permanente pour qu'on prenne le sujet à bras le corps. Pour autant, à l'inverse, je ne vais pas dire qu'il y a eu un effacement total de l'État sur le sujet. Je pense qu'il y a une prise de conscience, comme souvent bien tardive, sur la question, et qu'il y a un petit sujet des moyens pour mettre en œuvre la surveillance qui serait nécessaire. Parce que tout ce que je raconte là, il faut tester. Les tests, qui les fait? Quelles ressources humaines pour le faire? Quels moyens financiers pour le faire? Ça coûte très cher. Est-ce qu'il n'y a pas tant de labos qui savent faire des tests absolument crédibles sur le sujet? Et donc on a quand même de ce point de vue-là, je pense, pas assez voilà, je vais vous dire comme je le pense. On a besoin d'un service public extrêmement opérant sur ces questions-là, qui puisse s'appuyer sur un monde associatif aussi, mais on a besoin d'un service public à la hauteur de l'enjeu. Et c'est quand même dans ces ministères-là qu'on a coupé un certain nombre de postes depuis quelques années. Et donc évidemment, c'est au détriment de la capacité de surveillance, de la capacité à prendre la mesure des sujets qui sont devant nous. Surtout que celui-là, son ampleur dépasse ce que beaucoup avaient prévu. Moi, j'ai écrit à mon préfet quand j'ai découvert cette affaire-là. Donc il était un peu en panique parce qu'il ne connaissait pas du tout le sujet. Hein. Voilà, lui-même le découvrait. Donc j'ai eu, longtemps après, une réponse. Ça a mobilisé plusieurs services, de l'ARS, de l'Adréal, et j'ai eu un courrier extrêmement technique qui se voulait rassurant. Je vais le dire, qui me disait que des choses allaient être faites, et il y a une réglementation qui existe, il y a un plan d'action gouvernemental qui a été mis en place, mais il s'est fondé notamment sur un rapport d'un parlementaire, médecin, qui vient de la vallée de la chimie à Lyon, qui était celui qui nous expliquait qu'il y avait des polymères et des monomères, et que, voilà, quand même, il fallait un peu... Vous voyez, il y a autour de ça aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup d'inquiétudes sur, au moment où la France tente de se réindustrialiser, il y a quand même un certain nombre de sujets d'inquiétude autour de ça. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des réactions tout à fait à la hauteur. Je voudrais donner un autre exemple. Il y a, s'est élaboré il n'y a pas longtemps le PRSE, Plan Régional Santé Environnement. J'ai essayé de faire une contribution. C'est pas facile. Vous avez essayé? En fait, il y a des blocs de texte, mais il y a 40, je crois que c'est 40 ou 50 caractères maximum. Alors moi, j'ai eu le temps de dire qu'il y avait un problème, mais j'ai pas eu le temps d'expliquer le problème. Et comme j'étais en retard, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans mon parcours, j'ai pas fait derrière un courrier parce que j'en ai reparlé avec des gens, tout le monde était d'accord que c'était un problème, voilà, c'était pas volontaire, mais de fait, il n'y a pas eu... Vous voyez bien que si le sujet était aussi important, y compris pris en considération dans la population, alors on se donnerait les moyens d'aller chercher des contributions importantes sur une telle question qui est la santé-environnement, qui est, pour moi, une question qui est au cœur de nos vies. Et on voit bien que ça reste un peu mineur, voilà, me semble-t-il, et que, je travaille beaucoup sur les questions d'industrie, je sais que quand même souvent, on va arbitrer favorablement en faveur de, et je suis favorable à leur industrialisation, et je fais même un tour de France pour ça, donc j'insiste, parce que je suis pas, voilà, mais souvent, dans les débats, l'arbitrage c'est quand même, c'est pas une grenouille qui va empêcher l'installation d'une usine, soyons sérieux. Voilà, et on a toujours ce raisonnement-là, et tant que ce raisonnement-là cet imaginaire-là sera à l'œuvre, on aura du mal à faire face à ces questions-là et à avoir, je dirais, un service public, une politique publique qui soit d'abord sur une logique de précaution
et de surveillance, de précaution, de prévention, etc., etc. sur ces sujets-là. Donc non, honnêtement, je trouve que c'est pas à la hauteur. Ça veut pas dire que les gens sont pas à la hauteur, parce qu'il y a plein de gens absolument formidables qui traitent ces questions. Et de ce fait-là, du coup, je vous inviterai également à vous rapprocher peut-être du SPI Île-de-France, qui apporterait certainement des solutions, puisque SPI, dans le sens où, justement, sur le risque industriel, ils ont déjà commencé à amorcer des plans, en fait, à l'échelle communale, d'essayer d'amorcer en fait un plan d'action, et que du coup, après, chacun se saisisse dans cette commune. Et ça manquait fortement d'élus dans ce genre de réunion. Ah, bah, écoutez, moi je suis à disposition pour y aller. Ceci dit, parce que peut-être que j'étais pas invité, mais sinon vous allez m'inviter, je vais venir. Mais simplement pour dire, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut cette implication et ces plans d'action, mais il faut aussi que la loi se mette au goût du jour, sinon on n'avancera pas suffisamment. Voilà, on sait très bien quand même que si ça s'inscrit comme dans la loi et qu'un certain nombre d'éléments deviennent des normes, alors du coup, ça donnera les moyens à tous ceux qui essayent de bosser dessus, de bosser encore mieux dessus, parce qu'ils auront avec eux des règles favorables. Voilà. Et en appuyant sur les risques, on peut faire aussi jouer les élus pour prendre aussi des... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez compris que c'était prêt à le faire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, cher Charles. Tu vas bien? Ça va. Ce matin, on a évoqué en fait un angle mort, c'était les pesticides PFAS. Apparemment, ils sont un peu écartés. Et en même temps, on nous a dit qu'il faut regarder, il faut mettre en regard en fait la pollution qui est, une certaine pollution qui est l'équivalent au niveau de la région Centre-Val de Loire de 6 extincteurs versus 21 tonnes de tel pesticide qui est lui-même un PFAS en fait qui va. Est-ce que... Là, récemment, il y a une étude qui a indiqué que l'eau potable de la moitié de la population comprenait un PFAS issu des pesticides. Non, j'ai oublié le nom, c'est PTA ou P, je sais pas. PTF, merci. Et donc, du coup, oui, il y a une liaison directe. Après, le sujet qu'on a derrière ça, c'est l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, les PFAS c'est un sujet, mais il y a d'autres sujets. Il y a d'autres molécules qui posent problème. Elles posent des problèmes de nature pas toujours similaires, parce que certains sont éliminés plus vite par notre organisme dans l'environnement que peuvent l'être les polluants éternels. Il y a des... Voilà. Mais par contre, d'autres sont plus dangereux immédiatement. Voilà, donc mais ce qu'on ne sait pas dire, personne ne saura dire. Je ne crois pas qu'un jour on saura totalement mesurer ça. Qu'est-ce que ça donne quand on met tout ça ensemble? Voilà, c'est quand même ça le sujet. C'est que là, la revue Que Choisir a testé l'eau chez moi. J'attends les résultats. Mais ils testaient tout, ils testaient pas que ça. Enfin tout, non, on ne connaît pas tout, mais ils testaient le glyphosate, voilà, la présence d'eau. Voilà. Donc j'attends les résultats pour voir si j'ai un cocktail chez moi. Voilà. Donc ça, c'est quand même, ça reste. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours un problème avec les seuils réglementaires, voilà, qui disent pas tout, quoi. Voilà. Je pense que on n'a pas réglé le problème le jour où on a mis un seuil réglementaire de présence dans l'environnement. Une fois qu'on fait ça, c'est souvent quand même un moyen d'enterrer le sujet. Alors qu'on devrait continuer à se dire comment on peut se passer de ça. Comment on peut se passer de ça si on ne va pas sur ce terrain-là? Et pour les pesticides, c'est évidemment la question qui est posée. Une toute petite autre question, ça concerne les nanoparticules en fait. On n'entend pas trop parler, mais c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser à moins de osmose inverse sur un truc. Pareil, je vais vous dire, pardon, là-dessus, il y a un argument aussi qui revient vite. Les PFAS, il y en a qui sont utilisés en médecine. C'est un peu souvent l'argument massu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Pour dire, vous comprenez. C'est même avec parfois les aéroports. Dans ma ville, on nous explique, et c'est vrai, on a besoin des greffes, mais qu'il faut maintenir l'aéroport parce qu'on fait des greffes du cœur. Je suis très pour les greffes du cœur. Mais vite, on fait passer ceux qui interrogeraient l'existence durable de l'aéroport comme des gens qui ne veulent pas des greffes. C'est à peu près, voilà, c'est quand même pas très malin comme mode de raisonnement, mais on a droit régulièrement à ça. Et donc du coup, oui, c'est un sujet qui a été très présent dans les discussions et dans les débats, et qui ne l'est pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais il y a des usages, voilà, qui sont probablement utiles. Moi, c'est pas à moi de qualifier de ça. Il y a des tas de gens. Par contre, on a besoin d'avoir suffisamment de moyens dans la recherche, suffisamment de moyens dans des instances de contrôle. Vous savez qu'en ce moment, quand même, au budget
de la nation, il y a des tas d'amendements pour supprimer l'ANSES, par exemple. Il faut quand même le dire. Il faut quand même que les gens sachent ça. On veut supprimer l'ANSES, on veut supprimer la CNDP, on veut supprimer le Césaire. Il y a des membres du Césaire ici. Les CESE, bref, tout ça. Voilà, il y a quand même ça sur la table parce que tout ça coûterait très cher et il faudrait se débarrasser de tout ça. Moi, je le dis, se débarrasser de tout ça, c'est prendre le risque qu'on ne continue pas à travailler ces questions-là, les approfondir. La recherche, vraiment j'insiste sur la recherche, il faut qu'on investisse de manière très importante sur ces sujets-là pour anticiper les difficultés. Et qu'il y ait des usages qui soient utiles. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure sur les PFAS, dans les vêtements techniques. Nous, on a dit, bah non, bah pas tout de suite, il n'y a pas d'alternative immédiate. Voilà. Là, partout, il y a des alternatives, et ben on arrête maintenant. Et on ne dit pas on arrête dans 1 an, dans 2 ans, le temps que... Non, on arrête maintenant. Et le reste, ben, on regarde. Par contre, on se donne une trajectoire. Ça s'appelle la planification. Et en la matière, je pense que c'est absolument indispensable que nous fassions de la planification. Bonjour, Eric Vidal de Secours. Je veux dire 2 choses contradictoires. J'ai absolument plus confiance dans la gestion, j'allais dire, politique comme elle est faite actuellement. On a qu'à voir avec les pesticides, la manière dont ça se passe. Et d'un autre côté, il faut des gens comme vous, et heureusement d'ailleurs vous êtes là. Mais ce que je veux dire, c'est que le poids actuellement, on est plutôt dans une dérégulation, que ce soit au niveau local, enfin au niveau national ou au niveau européen. Et quand par exemple il y a des avancées, je pense au niveau de l'eau, par exemple, il y a l'hydrologie, enfin, il y a tout un travail qui est fait actuellement justement pour arriver à passer des programmes locaux ou territoriaux en ayant des contraintes environnementales. Tout de suite, ce qui arrive derrière, c'est la logique économique, et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire comment on arrive à sortir de ça. Parce que je présume que le lobbying de la part des industriels qui produisent des PFAS, il doit y en avoir pas mal quand même. Voilà. Oui, vous avez raison, et c'est un combat où parfois on peut se sentir un petit peu impuissant, moi compris. Après, là, en même temps, je vois le chemin qui a été parcouru sur les PFAS. Ah, si on n'avait rien fait, il n'y aurait pas eu ce chemin. Non, mais je me fais la réflexion à moi-même. Je me dis, voilà, le sujet c'est comment on tient dans le temps dans cette bataille, parce que c'est une affaire de temps. C'est-à-dire que nous, on a envie que ça aille très vite, et en face, ils savent que le temps joue en leur faveur, qu'on va faire des études, des contre-études, etc. Moi, par exemple, je revendique quelque chose depuis fort longtemps, c'est qu'existe un fonds de contre-expertise pour les citoyens, dont les associations pourraient faire usage pour faire une contre-étude quand il y a un doute sur les conclusions d'une étude, parce qu'il y a quand même des fois des doutes sur des conclusions d'une étude. Voilà, et donc je pense que profondément il y a des sujets démocratiques, je ne vais pas les aborder là, c'est moins la question du jour, mais c'est sûr que le combat il est parfois déséquilibré. Mais la puissance de la voix de l'Assemblée nationale, mine de rien, elle a son effet, et sur un sujet comme celui-là, ça a pu bouger. On n'est pas au bout de effectivement des tentatives pour réhabiliter les PFAS ou une partie. Je vous ai dit déjà les arguments techniques. Sauf que peut-être ce qui aujourd'hui nous rend un peu plus efficace, c'est qu'on sait ça. On les connaît les stratégies. Fut une époque, on pouvait voilà. Aujourd'hui quand même dans la population, il y a des gens qui savent que voilà, il vaut mieux aller quand même, pas tout le monde, mais il y a des gens qui savent. Voilà. Et donc il faut aussi s'appuyer là-dessus. Voilà, je peux vous dire que ça. Après. Voilà, je vois des gens qui se battent et il y en a plein. Alors, et donc, le jour où l'alliance entre tous ces gens-là se fabrique, le jour où le lien entre la société civile et ceux qui sont censés les représenter, c'est ça le plus dur de notre fonction, s'élabore, alors là on arrive à peser un peu plus sérieusement. Voilà. Puis peut-être aussi si demain on a un ou deux médias, mais ça c'est notre question. Bonjour, ce matin on a beaucoup parlé des molécules et des familles en fait des PFAS. Tant qu'on n'interdira pas la famille complète, bien sûr. Les industriels vont plutôt que essayer de les remplacer, essayer de les modifier pour continuer à s'en servir. Donc comment on peut faire en fait? Je sais bien qu'il y a des dates incompressibles, mais plutôt que d'essayer de modifier ces PFAS qui continuent à être polluants, pourquoi pas aider la recherche à transformer, à chercher d'autres choses? Oui, il y a de l'action de court terme et il y a des enjeux de temps plus long. Voilà. Et évidemment pour nous, la seule ligne à tenir, c'est l'interdiction de la famille. C'est pas le traitement PFAS par PFAS, ça c'est une arnaque. Voilà, je vous le dis, on interdit la famille et on travaille sur des alternatives. Là où ça peut prendre un peu plus de temps, c'est qu'en certains domaines, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative connue. Mais par contre, il faut se donner les moyens, et c'est corollaire de ça, de trouver des alternatives. Sinon, là aussi, ça sera une arnaque. Mais il y a un sujet plus profond derrière, quand même. Et
ça peut pas être l'objet de notre débat d'aujourd'hui, mais je le pointe quand même. J'ai dit on a un petit problème d'imaginaire sur ce que serait une activité économique autre que celle que nous connaissons aujourd'hui. Hier, j'écoutais Timothée Parry, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un économiste brillant de la décroissance. Dès qu'il emploie le mot décroissance, tout le monde dit ah, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. En vrai, on a quand même la question de qu'est-ce qu'on produit? A-t-on vraiment besoin de ce qu'on produit? Et dans quelles conditions on le produit? Et tant qu'on ne voudra pas regarder, parce qu'il disait un truc que je trouvais assez chouette, il disait, vous demandez aux gens d'imaginer la fin du monde, ils ont tous des images, l'apocalypse, le truc, tout s'effondre, voilà. Vous demandez aux gens d'imaginer l'après-modèle libéral, capitaliste, bah, est-ce que vous avez des images dans la tête de ce que ça va être après? Bah, pas grand monde, voilà. Parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Et que du coup, on a besoin d'avoir un imaginaire de nos activités de production qui soient autres que celles que nous avons aujourd'hui. Tant qu'on aura ça, eh ben, il y aura toujours une bonne raison de reculer l'échéance et de se dire que bah, finalement l'arbitrage doit être en faveur de l'activité économique au détriment du vivant. C'est ça le sujet, voilà. Et on est dans ce moment-là. Et c'est à cette question, je le dis, c'est profondément... voilà, c'est aussi une réflexion politique, mais je pense que profondément c'est ça la question. On arrivera à arbitrer. Moi j'ai souvenir de ces débats dans l'hémicycle sur la grenouille. Je vous ai donné l'exemple d'une grenouille contre une usine. C'est ce qui m'a été posé comme contre-argument à ce que je disais. C'est un député du Rassemblement National qui disait mais vous n'allez quand même pas empêcher une usine à cause d'un crapaud. Par contre, il voulait interdire toutes les éoliennes en raison de biodiversité. Mais pour d'autres raisons, vous imaginez mieux. Voilà, et ben pour moi, profondément, on a cette question-là. Et ça, c'est une question du temps long, mais c'est la question qui rend le reste possible. Sinon, on va toujours courir derrière à rattraper les conséquences de ce qui a été fait. Voilà. Merci, je vais prendre la dernière question. Je vais essayer de faire une Quelqu'un qui n'a pas encore eu beaucoup la parole. Moi, j'avais juste une question par rapport aux populations de personnes qui sont soit dans le métier des pompiers, soit soit agriculteurs. En toute logique, ce sont eux qui sont les plus exposés depuis longtemps, puisque les pompiers, ils les portent sur eux et ils s'en servent. Voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être par le biais de l'ARS ou un autre organisme, d'essayer de repérer si effectivement, dans ces populations-là, il y a un fort pourcentage de personnes qui sont contaminées, qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, et du coup, pour leur faire prendre conscience de ça, en fait, peut-être non, je sais pas. Vous avez totalement raison, ça renvoie à deux choses. Alors, on a fait, nous, mon propre mouvement politique a fait des tests sur les pompiers, avec des pompiers. On l'a fait avec, c'est parti de l'Indre, d'ailleurs, au départ de l'Indre, parce qu'il y a un centre de formation des pompiers à côté de Châteauroux, et sans surprise, ils en avaient beaucoup. Voilà. Donc c'est remonté, il y a eu une manifestation nationale des pompiers pour interpeller sur ce sujet-là. Donc voilà, mais ça ne suffit pas, parce que nous, nos tests, c'est pas une vérité scientifique, c'est des tests, le test est sérieux, mais on ne teste pas assez de personnes. Et ce qu'il faut surtout, c'est effectivement, vous avez raison, de 1, tester dans le temps, donc il faut une cohorte qui s'inscrit dans le temps. 2, il faut un nombre suffisant. Et puis 3, il faut mettre ça en relation avec les maladies. Donc vous voyez l'ampleur de la recherche qu'il faut faire. Et ça, encore une fois, je vais arriver à la même conclusion. Si on ne se donne pas les moyens de ça, on n'arrivera pas à faire ça. Si on n'a pas une mobilisation publique sur cette question-là, on n'arrivera pas à faire ça. Et c'est pourtant ce qu'il faut faire. Vous avez totalement raison, les pompiers, et ils le savent. Moi, j'ai reçu tous les syndicats de pompiers. Sur ce sujet-là, ils sont mobilisés. Ils savent qu'ils sont exposés. Sauf qu'eux, ils disent, nous, ça fait des années, on ne nous dit pas vraiment, on entend parler, des mousses, on en a encore plein, qu'est-ce qu'on fait, on n'utilise plus. Enfin, vous voyez les questions que ça leur pose dans leur quotidien. Et donc, voilà, les agriculteurs, c'est un sujet plus que connu. Ils sont exposés, voilà. Et là, on a besoin de la recherche, on a besoin de la puissance publique pour attester de ça, pour faire ces travaux-là, pour regarder dans le temps long. La cohorte Esteban, elle est utile pour ça, et on a besoin de multiplier ça. Moi, je pense qu'on ne fait pas assez d'études épidémiologiques dans notre pays. Il faut mettre beaucoup plus de moyens. À mon sens, il n'y en a pas assez. Je serais même pour confier une partie de ces responsabilités aux régions. Voilà, je vous le dis, parce que je trouve que c'est au plus près des territoires. Comme elles ont un regard sur le plan régional de santé-environnement, je trouve qu'il ne faudrait pas simplement qu'on fasse un plan, mais qu'on ait de l'opérationnalisation, et que je trouve que sur la santé-environnement, on aurait besoin d'avoir des collectivités totalement mobilisées sur cette question. Ce qu'elles le font en supplément d'âme, c'est pas leur rôle, je le dis. Et je trouve qu'on devrait leur donner ce rôle de manière très concrète, et faire des études comme ça. Ce serait sur les pompiers. Sinon, chez les agriculteurs, ça peut être oui, bien sûr. par la FNSEA. Bien sûr. On peut leur demander une taxe, la taxe FNSEA. Je vais essayer de proposer ça au budget, je vous garantis pas que ça passe. Mais si jamais ils sont malades, ils vont
Oui, mais vous savez vraiment, il y a quelque chose qui est dans notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a complètement intégrées, et le jour où on vous dit tout ce qu'on vous a raconté pendant tout le temps, c'est pas vrai, bah c'est compliqué de prendre le virage. Ouais. Voilà, on peut trouver en chacun de nous une habitude qu'on a là depuis toujours qui est complètement intégrée, et puis on vous explique, ben non, ça faut arrêter, c'est complètement délirant de faire ça. Voilà, donc le chemin est long, et puis surtout il y a des contre-discours. Et donc, voilà, et ceux qui parlent le plus aux agriculteurs dont vous parlez, c'est ceux qui ont le contre-discours. Donc la bataille, elle est difficile, mais il faut la mener. Merci à vous, merci beaucoup.